Bonjour tout le monde, bienvenue à mon petit segment de mon invité expert et aujourd'hui je reçois un de mes anciens étudiants du Cégep de l'Outaouais qui est maintenant étudiant à la maîtrise à la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et il est en stage en pharmacie aussi dans la ville de Laval. Donc il étudie et il travaille dans des endroits là où c'est un petit peu plus chaud présentement là, en ce qui a trait à la COVID. Euh, Faisons une petite mise au point. On vous parle en direct du 25 juin. Donc, vous voyez la capsule plus tard, mais c'est encore des spots, le Laval et Montréal, qui sont encore très chauds. Donc, bienvenue Julien. Merci de te joindre à moi ce matin. Merci beaucoup, Patrick. Ça fait plaisir de te revoir. Absolument, j'aime ça voir mes anciens élèves qui sont rendus maintenant des futurs professionnels de la santé. C'est intéressant de voir ça. Donc, merci de répondre à mes questions par rapport à la COVID et, disons, à l'environnement dans lequel tu travailles, dans lequel tu étudies. Parce qu'on s'entend que vous êtes en première ligne, vous aussi, là, puis vous avez été, j'imagine, très, très, très sollicité là, par tout ce qui se passe là, avec la COVID là, depuis le début de la pandémie. Oui. Donc, j'ai quelques petites questions pour toi, cher Julien. Euh, En début de pandémie, bon, on a vu là, l'espèce de folie furieuse pour le papier de toilette, puis ça, c'est autre chose. Mais est-ce que les gens se sont rués, je veux dire, chez vous, là, dans les pharmacies, pour se procurer soit des médicaments ou des trucs qui pourraient les aider face à une infection ou face à ou une infection de type coronavirus, là, comme on le voit présentement? Euh, j'ai pas nécessairement vu que les gens se sont rués aussi férocement que pour le papier de toilette. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'engouement pour tout ce qui était désinfectant. Donc, en quelques semaines, on avait épuisé tous nos stocks d'alcool à friction, de gel de type Purell et autres. De désinfectants, les lingettes, tout ce qui est Lysol ou tout ça, on avait épuisé nos stocks. OK? Euh, pour ce qui est des médicaments, j'ai vu quand même quelques patients qui essayaient de trouver des produits naturels. Ils avaient entendu parler, par exemple, là, de l'huile d'origan ou de l'huile de thym qui contenait des propriétés antivirales quelconques que OK? j'avais jamais entendu parler. Euh, Puis j'ai quand même vu aussi pas mal de personnes qui se préparaient, qui voulaient avoir des médicaments pour traiter les symptômes, donc Ouais. des antitussifs pour arrêter la toux, ou du Tylenol ou des Advil pour arrêter la fièvre. OK. Fait que ça Donc c'est ressemble à à peu ça. près ça que j'ai vu pas mal là, les patients, quand ça a commencé tout ça, les gens voulaient ça, ou même les personnes qui prenaient des médicaments venaient pour, même s'ils n'étaient pas dus pour leur service avant plusieurs semaines, venaient pour renouveler 3, 4, 6 mois de médicaments en prévention où ils devaient rester chez eux pendant les 6 prochains OK. mois. Donc, on avait peur de soit d'en manquer ou D'en de. manquer, OK. exactement. Je vais te confier que moi, en ayant un fils asthmatique, on s'est dirigé à notre pharmacie pour aller chercher ces pompes là, C'est, oui, pour oui, c'est, s'assurer qu'il n'y ait pas de exactement. problème. OK, parfait. Puis tu te rappelleras, Julien, là, en début de pandémie, on a fondé, puis là je dis on, la communauté scientifique, puis les médecins ont fondé un petit peu d'espoir là, sur l'hydroxychloroquine. Oui, Euh, Avec ou sans raison, là, j'espère que tu pourras m'en glisser un mot là-dessus, là, mais à la base, ok, on s'entend que c'est pas un médicament qui a été inventé pour ou combattre le coronavirus. Donc, à quoi ça sert généralement? Puis, j'aimerais avoir ton avis aussi sur est-ce que ça a un impact ou est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites un petit peu plus sérieuses depuis le début de la pandémie pour nous dire si effectivement ce produit-là a un effet contre le coronavirus? donc, quand on veut essayer de traiter des maladies virales, notre arsenal thérapeutique est pas super large. Ouais. On a beaucoup de misère à traiter les maladies virales. Euh, Là, peut-être sauf exception avec les hépatites puis le VIH, où on est capable maintenant de guérir certaines hépatites puis Ouais. d'empêcher la progression du VIH. Mais les autres maladies virales, l'influenza, on a un médicament contre l'influenza qui fonctionne plus ou moins.
le Zona, l'herpès, tout ça, ça fonctionne plus ou moins aussi, nos médicaments antiviraux. Donc, l'hydroxychloroquine ou la chloroquine, qui est le plus vieux cousin, si on peut dire ça comme ça, à la base, c'est un médicament qu'on a pour traiter la malaria. Donc, un autre parasite intracellulaire. La plupart maintenant des souches de malaria sont résistantes à la chloroquine, donc on utilise de moins en moins. L'hydroxychloroquine, qui est comme le métabolite de la chloroquine, on l'utilise beaucoup pour les maladies inflammatoires, comme par exemple l'arthrite rhumatoïde, le lupus, entre autres. Donc non, c'est pas des médicaments qui ont été inventés pour traiter les maladies virales. Là, j'ai été capable de retourner à la source là, de sa partie de où tout ça là. Pourquoi on sait. Puis là, j'ai l'article devant moi là. C'est des données chinoises où ils ont dit qu'ils avaient traité plus que 100 cas de coronavirus avec l'hydroxychloroquine, puis avec des bons résultats. Par contre, ces résultats-là n'ont jamais été publiés pour que ce soit révisé par les pairs. Ça n'a pas été révisé de matière méthodologique, tout ça. Bref, avec ces résultats-là, là, j'ai senti qu'il y avait comme une ruée vers l'hydroxychloroquine parce que même l'Ordre des pharmaciens nous a dit en tant que pharmacien, pour tous ceux qui prennent de l'hydroxychloroquine pour des raisons plus ou moins, indiquées. Donc, il y a des personnes qui prenaient ça pour leur arthrite, pour leur lupus, où on a dû interrompre le traitement, justement pour garder les stocks d'hydroxychloroquine pour ceux qui seraient à l'hôpital avec la COVID, d'où on aurait besoin d'hydroxychloroquine. Mais bref, dans des études subséquentes, ça n'a jamais prouvé grand-chose. Puis l'INES a mis à jour son rapport le 23. Je l'ai lu le 23. Puis il y avait plusieurs situations où c'était pas indiqué. Donc, prophylaxie post-exposition. Donc, disons quelqu'un qui avait été exposé à un cas positif. On sait que Donald Trump a pris de la chloroquine pour cette indication-là. Ça n'a rien prouvé. Patients qui n'ont pas besoin d'hospitalisation, patients qui sont à l'hospitalisation. Bref, on fait plus de recherches sur l'hydroxychloroquine en ce moment. Parfait. Excellent. Merci. Puis plus récemment, peut-être il y a 2-3 semaines, on a vu des articles avec des résultats, disons, assez intéressants pour traiter les patients qui sont soit hospitalisés ou aux soins intensifs. Puis là, je vais prendre le temps de regarder le nom. C'est la dexaméthasone. Donc, c'est un stéroïde, si je comprends bien. Oui. Donc, j'aimerais que tu m'en glisses un mot encore une fois. À ce qui paraît, bon, c'est un médicament qui est assez, comment je pourrais dire, il est pas très dispendieux, je crois, et disponible en grande quantité. Mais à quoi il sert, puis en quoi il va nous aider justement pour la COVID? OK, oui, ça, c'est des résultats qui sont plus intéressants parce que, bon, ça vient d'Angleterre. C'est une grosse étude qui est en cours. Fait que les résultats qu'on a, c'est encore des résultats qui sont préliminaires. Mais vu que les résultats étaient assez intéressants, ils ont décidé de publier cette première portion des résultats-là. C'est une étude qui s'appelle Recovery au Royaume-Uni. Okay. La dexaméthasone, oui, c'est un médicament qui est vieux comme la terre. C'est un stéroïde. Les stéroïdes sont souvent utilisés pour des conditions inflammatoires. Puis aussi, dans le cas précisément de la dexaméthasone, c'est aussi un puissant antinauséeux. Donc, les personnes qui sont sous chimiothérapie, qui ont des protocoles de chimiothérapie qui provoquent beaucoup de nausées, on va leur donner de la dexaméthasone pour aider avec les nausées. Donc, les deux principales utilisations de la dexaméthasone, c'est tout ce qui est inflammation et puis antinauséeux aussi. Okay. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte avec la dexaméthasone, tu fais bien d'en parler parce que ça a seulement été prouvé chez les patients qui sont soit sous respirateur ou qui sont sous oxygénothérapie, mais sans besoin de respirateur. Donc, ils ont une bonbonne d'oxygène sans nécessairement avoir besoin d'une machine qui respire pour eux. Okay. Donc, ce qu'on a fait, puis c'est vraiment bien parce que c'est une étude qui est randomisée. Donc, on a un groupe
où on donnait de la dexaméthasone et un autre groupe où on n'en donnait pas. Et puis, dans les patients où on donnait de la dexaméthasone, tant chez les patients sous respirateur que sous oxygénothérapie, on était capable de réduire leur mortalité. Et puis, si j'ai bien lu, c'était le premier agent où on était capable de dire on réduisait la mortalité chez les patients atteints de la COVID-19. Ouais. Donc oui, c'est très intéressant. Mais par contre, ça a été publié aussi que chez les patients qui n'avaient pas besoin de ventilation mécanique ou d'oxygène, on n'avait aucun bénéfice. Okay. Donc, on est vraiment dans les patients critiques. OK. Parce qu'on a vu justement, je crois que c'est dans le fond, le virus qui l'entraîne, c'est une réponse immunitaire très forte. Fait qu'une tempête de cytokines, donc des espèces de messagers chimiques là, qui emballent le système immunitaire. Fait que ça crée beaucoup d'inflammation. Donc, en ayant un anti-inflammatoire, dans ces cas, on va dire extrêmes-là, c'est peut-être là que ça intervient le plus. Là. Oui, le mécanisme comme tel n'est pas super bien élucidé encore. Puis, il y a toute une controverse qui existe chez un patient infectieux. Est-ce qu'on devrait lui donner un stéroïde ou pas? Ouais. Parce que le stéroïde va être comme un immunosuppresseur qui peut soit accélérer la croissance bactérienne ou la réplication virale. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, puis ça, c'était vraiment intéressant dans l'article de Recovery, si on donne, on a donné des stéroïdes pour les autres maladies virales récemment, donc le SRAS, la H1N1, tout ça, les patients, on leur a donné des stéroïdes, puis les résultats étaient un peu contradictoires. Okay. Quand on donne un stéroïde où la réplication virale n'est pas le mécanisme pathogénique le plus important, là, ça pourrait aider à diminuer l'inflammation et autres. Mais si on donne le stéroïde pendant que le virus est en réplication active puis qu'il n'y a pas trop d'inflammation dans le corps encore, là, on pourrait juste augmenter la réplication virale et causer plus de dommages que de bénéfices. Parce que dans le fond, on inhibe le système immunitaire dans ce fond à ce moment-là. Là. Exactement. Donc, le timing où on administre le stéroïde est vraiment important. OK. Fait que merci. Ça, c'est un détail important que je ne connaissais pas. Julien, je te remercie de toute de ta disponibilité ce matin, de ta générosité aussi. Tu as pris le temps de bien répondre aux questions, même de faire des petites recherches. Je l'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir. Fait que je vais te souhaiter bonne chance. On va dire comme mes parents au mois de janvier. Là, bonne chance dans tes études, bonne fin de maîtrise. Je sais que la maîtrise, c'est pas toujours facile. Mais, mois de décembre, j'achève au mois de décembre. All right. Puis fais attention à toi aussi dans le cadre de ton travail. Là, on a besoin de vous. Fait qu'on a besoin de vous en santé aussi. Donc, prends bien soin de toi. Merci beaucoup, Patrick. Ça c'était vraiment apprécié de ton invitation et je suis tes capsules de manière religieuse, moi aussi. Ah, c'est fantastique. Merci beaucoup. OK, à plus.